Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normal. Il faut essayer. Moi, je crois que j'aurai pas mal de difficultés. Pourquoi? Parce que je suis un peu intimidée. Vous êtes intimidée par quoi? Je suis intimidée parce que... à un moment donné, il faut être prêt, puis je suis pas forcément, je crois. En ce moment, vous n'êtes pas intimidée? Tout de suite. Non, tout de suite, là, non. Bon, alors, vous n'êtes pas intimidée maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Donc vous n'avez pas à être intimidé. Mais je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaquée de front, je crois. C'est ce brigand là. Oui. Bon alors, vas-y Morin, attaque. Bon, j'attaque quand même, écoute. Oui. Tu ne sais pas les questions qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Et alors, commence par toi, parce que tu vas participer d'une façon très intime à notre entreprise, à notre film. Et puisqu'il faut commencer. Que faites-vous toute la journée? Par exemple, quand vous levez le matin, que faites-vous? En général, je travaille. Quel travail? Je fais des enquêtes de psychosociologie dans une boîte de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement en faire les synthèses. Ce qui m'absorbe quand même pas mal de temps, je crois. Ça vous intéresse? Non, pas du tout. Oui. Lorsque vous sortez dans la rue le matin, Oui. est-ce que vous avez l'idée de ce que vous allez faire dans la journée? Écoutez, il arrive des fois quand je sors dans la rue le matin que j'ai des choses à faire. Mais il n'est absolument pas certain que je les fasse. Je sais d'ailleurs jamais exactement ce que je ferai le lendemain. Je vis d'ailleurs en pensant que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et puis, pour moi, l'aventure est toujours au coin de la rue. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Vous iriez? Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. S'il vous plaît, monsieur. Êtes-vous heureux? Bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Pas le temps, je fatigue déjà beaucoup, alors là... Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, me parlez pas tout ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Oh oui, oh, ben là, ça va. C'est machin. Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame. Je vous en prie, Soyez mais gentille avec nous. ça se voit. Ça se voit pas sur la figure. Mais si, mon ange. Si vous avez un visage très clair. Bon, alors je suis heureuse. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans? Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend sur quoi. Vous savez, question d'argent, non. On n'est jamais heureux quand on est ouvrier. Et des fois, j'ai bien des misères. Oui. Vous n'êtes quand même pas malheureux. J'ai perdu ma soeur. Aïe. 44 ans. Oui, ma chère. Et je suis bien embêté, croyez-moi. Et maintenant, je ne cherche pas à comprendre. Et êtes-vous malheureux? Quoi? Malheureux? Pourquoi faire? Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux? Ça dépend quelle philosophie vous adoptez. Non, on fait une étude sur le thème du bonheur. C'est le thème du bonheur. Oui. Et vous n'avez pas un nom à me citer? Enfin, je sais pas, si vous prenez Descartes ou... Ah Wesh. non, aucune philosophie, oh là là, non. Oui, je suis en train de dire ça. Est-ce que vous êtes heureux? Non. Non? Vous n'êtes pas heureux? Pourquoi?
En civil, on répondrait. On fait une enquête sur... Sur le logis? Non, sociologie. Ah, Vous n'avez pas le droit de répondre? Non, pas en tenue. En civil, ça aurait répondu, oui. Sur le thème du bonheur. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu. Pourquoi vous êtes malheureux, monsieur? Parce que je suis trop vieux. C'est vrai? Oui, 79 ans. Non. Ah, pardon, si. J'ai 82. Et vous pensez... Non, n'ayez pas peur, c'est le micro. C'est un micro. Et vous pensez que quand on a 79 ans, on est malheureux? Ah, bah j'ai perdu ma femme, donc... Vous êtes seul alors? Ah oui, je suis seul. Puis j'ai un loyer de 6318 à payer tous les mois. Je suis à l'hôtel. Êtes-vous heureuse? Oui, très heureuse. Oui. Et vous, mademoiselle? Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes et il fait beau. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, hein. Vous voyez? Messieurs, dames. Je viens de la part de Daniel, c'est lui qui m'a dit que vous vouliez bien accepter une interview. Oui. Je vais vous demander de me répondre à une seule question. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de vie? On a besoin de rien, on a tout ce qu'il nous faut. Ce qu'on veut, c'est monter, quoi. Non, dans un sens, on se plaint pas. Oui. Franchement, dire qu'on se plaint, on ne se plaint pas. Nous ne nous plaignons pas. Enfin, dire que... Moi, je crois que pour arriver dans la vie à quelque chose, pour être satisfait soi-même, il faut travailler. Oui. Non, mais ça dépasse le domaine des conditions de vie. Les conditions de vie, nous, on s'en sort parce qu'on triche un peu. Oui. Hein? Parce qu'on fait un tas de choses, en fond, qu'on ne devrait pas faire. Oui. Hein? On t'arrête. Bah, Et vous, madame... mais non, mais si, c'est exact. Si vous me posez une question, je vous y réponds. Oui. Hein? Maintenant, les conditions de vie, elles sont pratiquement impossibles si elles sont faites régulièrement. Oui. C'est mon avis. Oui. Hein? C'est-à-dire que si je facture tous mes clients, si je fais tout régulièrement, à ce moment-là, mes facilités de vie sont impossibles. Et vous, monsieur, êtes-vous heureux? Ça dépend des moments, des circonstances. J'y arrive. Dans le fond, Paris, ça n'est pas tellement drôle. L'atmosphère, on manque de soleil, on a quand même une vie... L'automobile, ils sont fous, ils sont fous. Hein. Ils travaillent toute la semaine, ils font plus rien. Dimanche, ils veulent pas abîmer la voiture et la mettre sur le bord de la route. Ils sortent la petite table, la petite chaise, ils s'installent. Pour pas l'abîmer, parce qu'un petit chemin creux, ils l'abîmeraient. Ils restent là, ils mettent 5 litres d'essence, ils mettent 3 heures pour rentrer, vous trouvez que c'est normal? Et vous vivez différemment, vous? J'essaie. Oui. On essaie. On s'intéresse à des choses inutiles qui ne nous rapportent rien, quelquefois, uniquement pour s'amuser. Qu'est-ce que vous appelez les choses inutiles? D'abord, on a des amis. Oui. On bricole des choses qui ne serviront jamais à rien. On passe du temps, quelquefois, à rien. Bonjour. Bonjour. On vient pour l'enquête, donc ça vous a parlé. Bonjour. Bon, voilà. Comment vous appelez? Moi Nadine et Marceline. Et moi Marceline. Et vous, je crois que c'est Maddy. Maddy. Alors, il paraît que vous êtes heureux. Moi, je sais pas, le bonheur, c'est pas un but. Je me pose pas le bonheur comme but. J'essaie de vivre le plus normalement possible, c'est-à-dire le plus près de moi possible. Il se trouve maintenant qu'on est deux. Ça n'a rien changé à ma conception du bonheur. J'essaie de la trouver à deux alors qu'avant je la cherchais seule et puis c'est tout. Quelle était votre vie avant? Jusqu'à 17 ans, j'étais chez mes parents. Et ensuite, j'ai décidé avec des amis de monter une affaire qui devait nous faire fortune rapidement, évidemment. Parce que travailler beaucoup, c'est pas très intéressant, parce que c'est vraiment une perte de temps pour gagner de l'argent surtout. Et on avait un atelier d'ébénisterie, et avec des vieilles commodes Louis-Philippe, qu'on coupait, qu'on dépeçait entièrement, on arrivait à faire des commodes Louis XVI d'époque, parce que le bois avait 100 ans, et les gens s'y trompaient, 100 ans ou 150 ou 200 ans, ça n'a aucune importance. Alors on transformait en rajoutant par exemple des colonnes de chaque côté, on laissait plus que 3 tiroirs, vous savez, les commodes Louis-Philippe, il y a 5 tiroirs. Puis même à la fin, en se servant que des vieux bois, on arrivait à reconstituer même des meubles Louis XIV, en faisant galber des vieux bois, en rajoutant des galbes et en replaquant. Vous avez gagné de l'argent dans cette histoire? Les gens qui étaient avec moi en ont beaucoup gagné, mais en fin de compte, moi je suis partie et on me fait même des procès depuis. Enfin, pour vous dire que tout ça, pour vous dire que le monde des affaires est
est affreux. Je suis très heureuse même d'en avoir rien tiré, sinon que de l'expérience, pour ne plus jamais recommencer des histoires comme ça, c'est sans intérêt. Moi, je fais de la peinture. Je suis pas un théoricien. Pour comprendre quelque chose, j'ai besoin de le faire, d'y participer. Alors si j'aime la peinture, et puis j'en fais pour essayer de comprendre celle des autres. Bon, moi je vais prendre un grain de raisin, j'ai pas faim du tout. Qu'est-ce que c'est votre vie tous les jours? Bon, alors voilà, ça fait absolument 1 an et demi seulement qu'on est ensemble. Oui. Alors, depuis là, c'était notre lune de miel en quelque sorte. Alors jusqu'à 1h de l'après-midi, en général, on restait couchés, on lisait, on bouquinait. Et tous les après-midi, on peignait. Mais cela seulement depuis 6 mois. Tu oublies nos balades. Parce qu'à part ça, on a voulu voyager un peu partout. L'année dernière, on est parti du mois de mai, ça a été notre voyage de noces. Du mois de mai jusqu'à fin septembre. Nous sommes allés en Camargue, nous avons loué un atelier, enfin dans une vieille maison chez une vieille dame. Vous êtes allé à Saint-Tropez? Complètement à sec, et là il nous a fallu nous débrouiller, vivre. Et la grosse découverte, ça a été de s'apercevoir qu'on pouvait très bien vivre là-bas comme on vit à présent ici, c'est-à-dire on faisait des petits boulots, j'ai peint des noms sur des bateaux, des choses comme ça. Je travaillais 2 heures par jour, on amenait une vie luxueuse. Et puis on vivait avec ça toute la journée. Par ça on se donnait au soleil et on faisait de la peinture. On ne se pose pas le problème du bonheur, c'est peut-être pourquoi on se considère comme heureux, parce qu'on ne se pose pas le problème du bonheur, qui est un mot assez creux. Parce que se poser le problème du malheur, c'est se poser le problème... du bonheur, c'est se poser le problème du malheur, et le problème du malheur, c'est ridicule, c'est un mot à rayer les vocabulaires, le malheur. Il y a la douleur, il y a tout ce qu'on veut, mais pas le malheur, ni le bonheur. Vous voyez, par exemple, nous n'avons pas d'argent. Mais je connais très peu de gens dans notre entourage qui gagnent pourtant de très fortes sommes tous les mois, qui est une bibliothèque ou une discothèque comme la nôtre. Parce que dès que nous vendons une petite toile, c'est vraiment pour enrichir notre univers avec des accords, des objets. Il faut se lever tous les jours à la même heure, mettons à 6 heures, puis prenez votre café, après vous prenez le même trajet tous les jours pour aller à la gare, et puis arrivez à la gare, vous montez les escaliers, vous montez dans le train, et puis vous arrivez, vous rentrez par la même porte tous les jours, et puis à la pendule, vous pointez tous les jours, et alors vous mettez à votre planche, et puis vous commencez à dessiner. Puis à midi, on recommence, tous les jours c'est la même chose. On part et puis ça y est, on va manger, on revient, puis soit on prend son train, on rentre chez soi, puis on mange, puis on va se coucher. Et alors c'est toujours comme ça. Alors je trouve ça ridicule, moi, ça, quand j'arrive le matin, quand j'arrive devant la porte de l'usine, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que je me révolte, et puis je dis oh, puis après tout je m'en fous. Moi, j'ai pas entendu un mec qui me dise que son boulot est bien. Mais Marcello, vous avez les mêmes sentiments que lui? Oui, à peu près. Bon, il y a beaucoup de mecs, ce qu'ils veulent, eux, c'est devenir, monter les échelons. D'ouvrier, devenir technicien. Au lieu de technicien, enfin, ils pensent devenir, je sais pas moi, ingénieur peut-être. Alors ils suivent des cours. C'est ça qu'ils espèrent. Mais quitter pour aller où? Pour faire les marchés. Il y en a beaucoup qui quittent pour faire les marchés. Puis ils reviennent. Il y en a qui quittent pour aller monter un commerce. Bon, il y en a qui réussissent, il y en a d'autres qui réussissent pas, ils reviennent. Le problème, il est le même pour les gens de bureau, pour tous les gens qui travaillent dans n'importe quel organisme dans l'usine. Il est le même. C'est que le travail est tellement parcellé, est tellement arrivé à être si petit, si on veut, qu'on arrive à faire un travail qui est monotone et qui est emmerdant et qui est toujours le même. Je pense que moi je fais 24 heures par jour. Parce que on fait 9 heures par jour, c'est vrai, mais le restant des heures, on s'en sert pour dormir. Or, on dort pour aller travailler. Or, c'est pareil, tout ça c'est du travail. Ouais, je pense qu'il a raison.
Avant ça, s'il vous plaît. Allez, c'est qui qu'on veut descendre? Angelo, tu as vu Landry, tu avais envie de le connaître. Eh bien, il est là maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites en France? En France, je suis au collège de Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. Au Snowcon, je me plais beaucoup. Moi, je travaille chez Renault. Ah, vous travaillez chez Renault? Oui. Ah ben, mon vieux Renault, on entend tellement parler en Afrique, la compagnie Renault, tout ça, tout ça. C'est une grande renommée? Ah, une très grande renommée. Pour les Africains, c'est la seule maison automobile qui existe. À part Renault, il n'y a plus personne. Mais est-ce que... je sais pas, moi, par exemple, il me viendrait jamais l'idée de travailler dans une usine. Parce que j'estime que dans une usine, vous êtes là, vous êtes enfermé, vous êtes là toute la journée avec ce bruit de moteur et tout ça. Vous avez vachement raison. C'est dégueulasse. Je me demande comment on peut faire pour arriver à rester dans une usine. Comme vous dites, enfermé. On est contrôlé. Il y a cette espèce de division qui se crée déjà entre ouvriers. En plus de ça, il y a la maîtrise qui nous harcèle, qui est toujours derrière nous, les contremaîtres. C'est ça. C'est vraiment dégueulasse. Et vous avez raison quand vous dites que vous vous demandez comment on peut faire pour rester dans une usine. C'est très dur. Seulement, on n'a pas le choix. Parfois, rien d'autre que ça. Quand vous êtes venu en France et que vous ne saviez absolument rien, vous ne connaissiez rien, vous ne connaissiez personne, hein, et c'est justement ça que je voudrais que vous me parliez là un peu. Ouais, quand je suis venu en France, effectivement, je connaissais personne, enfin, je connaissais personne. Je connaissais pas exactement la vie en France. Et j'étais obligé, enfin, de me débrouiller, enfin, de m'y faire. Dans ma condition, quand même, c'est assez difficile. C'est un Africain en France. C'est pas...
Pour nous, le problème qui se pose, c'est une question d'adaptation. Et il y a autre chose aussi que, c'est que, bon, dans la vie, il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Quand je parle de complexe d'infériorité, je parle exactement de moi, c'est-à-dire... J'ai compris, mais il y a un truc que j'aurais vous demander. Enfin, je peux peut-être te tutoyer, tu veux bien? Oui, au point où on en est. Il y a un truc que je voudrais te demander, c'est... Est-ce que tu as toujours ce complexe? Moi, non. Non, j'ai plus de complexe. Parce que, quand même, je suis arrivé en France, je me suis aperçu que les Français de Paris, c'était pas les mêmes que les Français d'Afrique. Et... Ça ne t'embête pas du tout, tu es noir, tu t'en fous. Bon, moi, je m'en fous. Comme je dis, moi, j'ai un système. Je frappe à une porte, quand elle s'ouvre, j'entre. Quand elle obstine à se fermer, je fais demi-tour. C'est simple. Tu es vachement gentil, tu me plais beaucoup. Écoute, je vais te dire, qu'est-ce que tu penses, toi, des ouvriers? Les ouvriers, moi, enfin, les ouvriers de France, je ne les connais pas exactement. Tu les connais pas? Ah, je sais pas en France comment ça se passe, parce qu'ici en France, j'ai vu les ouvriers, même le plus petit ouvrier, il a une voiture, le soir on le voit, il est très heureux, alors je sais pas réellement ce qui se passe. Et je sais pas si c'est pareil qu'en Afrique. Tu as raison. Regarde, je travaille chez Renault et il faut compter, tu sais, 80% de types qui ont leur voiture. Parce que, il faut te dire ceci, c'est que en France, le type, il est individuel. Il travaille pour lui, tu sais, il pense qu'à lui. Il a son salaire, tu vois, il travaille pour lui, le type, il bosse, hein. Alors, il amasse du pognon, tu vois, il se prive sur certaines choses, tu vois. Il veut jouer un peu cette espèce de type, tu sais, qui a du pognon, qui a du fric, tu vois. Le type, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type, absolument. Nous autres, on va à la cantine. Tu sais, moi, je vais à la cantine, mais moi, je m'en fous, j'ai absolument rien. Je suis un pauvre mec, mais je bouffe. À la cantine, chez Renault, tu vois, les types, ils sont à table, tu sais. Ils bouffent juste un hors-d'œuvre, tu vois. C'est tout. Et un morceau de pain, c'est tout. Mais ils ont ce truc. Ils ont leur bagnole, comme tu vois, comme tu viens de dire à l'instant, ils ont leur bagnole. Alors tu te figures, tu te dis, toi, tu te dis, mais quand même, merde, les mecs, en France, le prolétaire en France, il a du fric. Il a du fric, il gagne beaucoup, il gagne beaucoup de pognon, il peut se payer une voiture, il peut se payer son appartement. Ne crois pas ça. Le type, c'est un malheureux, c'est un pauvre type. Crois-moi. Je vis avec ces gens. Je vis avec eux, c'est des pauvres types. Tu as d'autres trucs, par exemple. Tu rentres dans un café, ou au restaurant, plus exactement au restaurant. Tu vois le type vachement bien habillé, tout ça. Je dis, merde, quand même, celui-là, il doit avoir du fric. C'est un pauvre type. Ne te fais pas d'illusions, c'est un pauvre type. La plupart du temps, c'est un pauvre type. Enfin, c'est mon avis. Oh, c'est un pauvre type. C'est le mec qui s'est privé pour avoir un costume, tu vois, bien habillé, des bagouses et tout le truc. C'est de la frime, tout ça, c'est de la rigolade, le mec. Parce que, pourquoi c'est de la rigolade? C'est de la rigolade parce que le lundi, il va recommencer comme un pauvre type dans une usine crado, craspecte. C'est-à-dire, quand tu le vois dans une usine, que tu vois à l'extérieur, c'est plus le même mec. Tu vois? Alors écoute, c'est un môme, quoi, il n'a plus rien à bouffer. Que veux-tu que Qu'est-ce que tu veux? Concombre. Du concombre. Oh, il adore ça. Tu es un amateur de concombre. Je me souviens, hein, pendant des années, le problème du logement, à quel point ça t'a embêté, à quel point ça a pesé sur ta vie. Et puis alors maintenant, tu es à Clichy, HLM, c'est quand même mieux, c'est clair, c'est tranquille, etc. Mais j'aimerais, est-ce que tu peux nous parler de ce problème? C'était une angoisse. La question du logement, c'est que pour moi, c'était angoissant. Ne pas être chez soi, être à la merci en quelque sorte d'autrui, c'est quelque chose d'absolument terrible. Oui, mais enfin, il n'y avait pas que ça. Enfin, pour le... D'abord, lorsqu'on est chez une loge. Oui, mais avant, il y avait la chambre de bonne. Oh, une question. Tu te souviens pas, il y avait des cloisons tellement étroites qu'on entendait toucher les gens qui Bien sûr, c'est vrai, on n'avait même pas d'eau dans la chambre. C'est vrai. Et puis alors, on a eu des punaises. J'étais tellement effrayée que je voulais coucher dehors. Mais je ne voulais pas que tu couches dehors, tu voulais sur la butte. Oui, mais j'aurais préféré. La butte tout de même dans le 18e, là-bas. C'est affreux. Moi, j'avais jamais vu de punaises de ma vie. La première que j'ai vue, c'était un jour. Je me suis réveillée vers 5 h du matin. C'est-à-dire que j'avais avant quelques petites... des petits poils sur les bras. Je sais pas ce que c'était. Je croyais que c'était des boutons bizarres. Et puis un beau jour, je me suis réveillée à 5 h du matin. J'ai tourné la tête et j'ai vu une espèce de bête qui montait derrière mon lit. J'en avais jamais vu de punaise. Jamais. J'ai poussé un hurlement épouvantable. Tu te souviens? Moi, je m'en fichais. Je les ai connues, les punaises, bien sûr. Je les ai connues, mais sinon, je ne les ai pas connues. Hein. Oh non, c'était affreux. Alors, une chose pareille. Alors, c'est terrible parce qu'elle voulait aller dormir comme ça sur l'herbe, sur le gazon, sur la butte là-bas. Ah oui, mais c'était les buts de Chaumont. Mais moi, je ne voulais pas parce que pour moi, les buts de Chaumont, c'était quelque chose...
ça me, comment dirais-je, c'était des risques, n'est-ce pas, d'être livré en quelque sorte au hasard de la nuit. Je voulais pas laisser quand même sur les buts, sur le gazon. Moi, je préférais ça aux punaises. Alors, j'en avais parlé au bureau et j'avais un collègue qui m'avait dit « Mon Dieu, une punaise, ça fait... C'est curieux, on dirait une goutte de sang qui vous descend sur le corps. » Et toute la nuit, je pensais à ça. Je m'endormais vers 4 h du matin en pensant que je sentirais une goutte de sang qui me tomberait dessus. C'était affreux. Je pensais à ceci. Est-ce que vous êtes heureux? Presque. Et toi? Presque. Alors, qu'est-ce qui manque? Oh, j'ai honte de le dire. De l'argent. Et toi? De faire ce que je voudrais faire. C'est-à-dire? Me livrer à ce qui m'intéresse. Eh bien, mais ça revient au même, parce que si on avait de l'argent, il pourrait se livrer à ce dont il a envie. Enfin... Bon, alors maintenant, tu es heureuse en quoi? Mais... j'estime que malgré tout, je suis assez gâtée par la vie, parce que j'aime mon mari, j'aime mon fils. J'ai une petite situation, mais qui me plaît. Pour moi, le travail, c'est du temps perdu. D'accord, mais tu te souviens, tu as milité, on militait au même parti, on aspirait à une autre vie. Oui, bien sûr. Alors on met une croix là-dessus? Hélas, les idéaux ne sont pas toujours réalisables, et même pas souvent réalisables. Alors évidemment, on accepte ou on n'accepte pas la vie qui nous est faite. Il faut s'adapter. C'est là, précisément. J'admire, moi, et j'envie ceux qui, précisément, peuvent s'adapter dans leur totalité. Moi, j'en suis réduit à une sorte de partage, n'est-ce pas, à l'intérieur, partage intime. Et j'abandonne une partie, n'est-ce pas, que j'adapte. Et l'autre partie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, je la garde. Jusqu'à maintenant, je la sauvegarde, exactement. Je la sauvegarde. Et qu'est-ce que c'est, cette partie? Eh bien, c'est la partie authentique. Je pense que le drame de notre époque, c'est que on choisit de moins en moins son travail. On n'entre pas dans quelque chose, on tombe dans quelque chose. Parce que tout simplement, il faut avoir, sinon pas un titre, mais un poste, un emploi officiel. Parce qu'il faut une carte d'identité, il faut une carte de travail. Un homme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un homme? C'est un paquet de... C'est une carte d'identité, c'est un paquet de fafres. C'est ça un homme de nos jours. N'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas être artiste, tout le monde ne peut plus être artisan. C'est un manœuvre. Alors il faut vaincre l'ennui, toute une journée. Un travail qui n'intéresse pas, un travail pour, comment dirais-je, dans lequel on ne trouve aucun intérêt, qui n'a aucun sens. Et cependant, évidemment, il faut ce travail, il faut le faire. Il faut le subir, n'est-ce pas? Jusqu'à 6 h le soir. Et après 6 h? Eh bien, après 6 h, on essaye de redevenir soi-même, on redevient soi-même. On a un emploi jusqu'à 6 h, et puis après, on est un tout autre homme, une toute autre personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet homme, mais il vibre, et il existe, il est peut-être prisonnier d'ailleurs. Il est prisonnier du premier, n'est-ce pas? C'est le premier qui lui a passé les menottes. Mais je pense que de plus en plus, il faut, comment dirais-je, diminuer sa participation, n'est-ce pas, au travail officiel, et donner toujours davantage à côté. Ce que j'appelle à la vie marginale. Parce que pour le reste, tu crois? Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois? Je crois à la vie, je crois à la possibilité de s'accomplir. Malgré tout et envers tout. Marie-Lou, tu as 27 ans. Tu es venue d'Italie en France il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, il s'est passé pour toi une expérience tout à fait nouvelle. Quand tu étais à Crémone,
tu vivais chez ton père, qui est petit bourgeois, on peut dire ça. Ici à Paris, tu vis dans une chambre de bonne, sans eau. Tu as fait l'expérience d'être une étrangère. Et puis, tu as connu des garçons, tu as connu des choses, tu as connu Paris, tu as eu des amis nouveaux. Et alors, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi? Tu m'as parlé de la différence entre ma vie bourgeoise en Italie et ma chambre de bonne à Paris. En effet, ma chambre de bonne, ça m'a servi à quelque chose. J'ai passé un hiver, plusieurs hivers d'ailleurs. Il n'y avait pas de chauffage, c'était froid. C'était la première fois que je vivais sans confort. Ça m'a soulagé la première année. J'étais bourrée de mauvaise conscience quand je suis venue à Paris. Et je ne sais pas, c'était con, mais ça me faisait du bien d'être mal. Et puis je pense, c'était la première fois que je travaillais aussi. Les premiers temps que je me réveillais à 7 heures, même si j'étais crevée, j'étais presque heureuse de prendre le métro, de me retrouver dans un mouvement. Je crois que vraiment je me suis sentie insérée dans quelque chose. Mais ça a duré très très peu. Maintenant j'en ai marre de ma chambre de bonne, j'en ai marre d'avoir froid l'hiver, j'en ai marre d'être dans le métro aux heures d'affluence. Je trouve pas du tout de la communication, je trouve que c'est désagréable, que ça ne sert à rien et... Oui, mais écoute, enfin, tu poursuis quelque chose, tu as un espoir. Vraiment, si je vais être honnête, je ne le sais pas. Il y a des moments où je me dis, heureusement que je suis venue à Paris. Et c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir rattrapé une perte de temps. Je me sentais en décalage par rapport à tout quand je suis venue ici. J'étais renfermée chez moi, isolée. Quand j'étais en Italie, j'ai épuisé mes expériences intérieurement. Je voulais me heurter à la réalité. Je le fais. J'ai cru que c'était bon. Maintenant, je me demande s'il fallait passer par là. Je bois, par exemple. Ça aussi, je trouve que... Je ne sais pas, je voulais me libérer des alibis quand je suis venue en France. Je voulais vivre... Pas par compensation, je voulais vivre parce que je voulais vivre, quoi. Et puis... Bon, puis maintenant, j'ai détruit au fur et à mesure des faux mécanismes et des alibis et je les récupère à travers la boisson, à travers des coucheries, à travers une attitude irrationnelle, à travers la connerie, tout simplement. Inutile d'employer de gros mots. Alors voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la réalité? Est-ce que c'est d'avoir un métier qui t'intéresse vraiment? Tu puisses faire ce que tu voudrais? Est-ce que c'est de vivre avec un homme que tu aimerais plutôt que de vivre au jour le jour, comme ça, en couchant avec des types? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça veut dire? L'un découle de l'autre, évidemment. C'est d'avoir un métier qui ne me fait pas peur. C'est de vivre avec quelqu'un qui... Peu importe le temps, ne cesse pour 1 heure, 2 heures, 1 mois, 15 jours... Sachant que je suis avec lui, que j'ai la possibilité de communiquer avec lui, que je n'ai pas des fantômes qui m'empêchent de jouer avec lui. C'est surtout sortir de moi, c'est vivre, crever, même pourvu que ça me met en relation avec quelque chose qui me fasse sortir de moi, c'est tout. Je réduis tout à moi. À ce moment, je n'ai même pas le droit de... Même pas le droit de me tuer, tu comprends, ça serait faux, absolument faux. Pourquoi est-ce que tu réduis tout à toi? Quoi? Est-ce que tu réduis tout à toi? Je le savais.
Jean-Pierre, tu es étudiant, tu as 20 ans, et je me demande comment tu te débrouilles avec la vie. Bon, c'est d'accord, je vis. Oui, je vis, effectivement. Je vis sans doute beaucoup mieux que ne vivent la plupart des étudiants de mon âge. Mais je vis, enfin, dans la mesure où j'accepte les compromis terribles. Bon, je vis seulement dans la mesure où j'accepte que les choses soient pas ce que j'avais envie qu'elles soient, dans la mesure où j'accepte de me faire enculer, quoi. Y a pas de problème. Et je crois d'ailleurs que tous les types actuellement de mon âge, même d'ailleurs plus vieux, on arrive à vivre sereinement, si tu veux, que dans la mesure où ils ont accepté la nécessité de se faire enculer. Mais sinon, quand je te parle d'impuissance, ce sont des impuissances réelles. Tu comprends, même, par exemple, le fait que je me fasse coller à mes examens. Je sais pas quoi, que j'essayais de vivre avec une femme, quoi. Que j'ai essayé de la rendre heureuse, qu'elle a voulu me rendre heureux, qu'on a essayé d'être, puis que ça se dilue, ça devient con, ça. C'est des impuissances, quoi. Comme au niveau politique aussi, et encore, moi je m'en fous maintenant, face à quelque chose de vachement moins important. Toutes mes exigences politiques, quoi, se soient atténuées, se soient dispersées. Bien sûr, j'ai des exigences, mais dire que je sois malheureux réellement, que je sois prêt à faire des choses très concrètes, très efficaces, finalement c'est plus vrai, quoi. J'ai d'ailleurs pour ça des tas de justifications très intellectuelles. Enfin, j'ai vu par exemple ceux de ta génération, ce que leurs engagements politiques ont donné, leur impuissance devant des obstacles. J'ai plus envie, enfin j'en ai vu trop des gens comme ça, quoi, qui en étaient réduits d'ailleurs au point de pleurer, d'être traumatisés, de ne plus savoir quoi faire. Vous êtes presque tous comme ça d'ailleurs à ce niveau-là. Alors moi je n'ai pas envie, et ça c'est une justification intellectuelle, mais alors je sais très bien que d'une manière beaucoup plus intérieure, c'est pas du tout ça, une espèce d'absence de courage. De même au niveau affectif, il y a l'égoïsme. Alors qu'on a rêvé, enfin un moment de passion, de choses très belles, on s'aperçoit, enfin je suis obligé de m'apercevoir, enfin je sais pas si tout le monde s'en aperçoit, enfin moi je suis obligé de m'apercevoir, enfin que tout est fait de mi-teintes. Des demi-teintes, des tons très neutres. C'est pas du noir et blanc, c'est du gris sur gris. Un gris un peu plus foncé, un gris un peu moins foncé. C'est emmerdant. Tu comprends? Tu as quelque chose à dire, Marceline? J'ai à dire que je me sens très responsable de ça. Parce que c'est par moi, d'une part, que tu as connu tous ces gens qui étaient prêts de pleurer après leurs expériences politiques. Moi-même d'ailleurs. Et puis, quand tu parles d'avoir voulu rendre une femme heureuse, je sais que c'est moi. Alors je me sens un peu responsable de toutes tes impuissances dans la mesure où je t'ai fait sortir du courant dans lequel tu devais rester peut-être. Non mais c'est vrai, je pense que Jean-Pierre dit le mot impuissance et que Marceline doit penser au mot échec. Moi, j'ai un sentiment d'échec depuis tellement d'années. Alors, quand j'ai rencontré Jean-Pierre, j'ai tellement voulu que ce soit pas ça. J'ai tellement voulu qu'il n'ait pas les 20 ans que j'avais eus. J'ai cru que je pourrais le rendre heureux, que malgré tout c'était possible. Je l'ai aimé profondément. Je l'aime encore d'ailleurs. Et puis, c'est encore un échec. Et c'est pas seulement un échec pour moi, c'est une douloureuse expérience pour lui. Parce que je pense qu'il m'aime encore un peu peut-être. Nous arrivons à ceci, c'est qu'actuellement, le film, jusqu'ici, s'était cantonné dans un univers relativement personnel, relativement individuel, débouche sur la situation de cet été 1960. Oui. Alors, on y va. Oui, moi, je voudrais bien savoir ce qu'il pense. On y va. Oui, d'accord. On y va. Bon, d'accord, on y va.
On y va. Je ne sais pas moi, enfin si j'étais étudiant, hein, en ce moment, un garçon surtout, pas en âge, enfin, d'un type qui n'a pas fait de service militaire, moi je penserais aux événements d'Algérie, quoi, la guerre d'Algérie. Tu t'en fous de cette question-là, la guerre d'Algérie, non? Mais non, on s'en fout pas, parce que... Mais ne serait-ce que pour cette raison, c'est qu'un jour, enfin je sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, eh ben, il y aura des sujets prodigieux de films sur la guerre d'Algérie. T'es un esthète, alors à ce moment-là, tu parles des films futurs que tu voudrais faire sur la guerre d'Algérie, bon, bah très bien. Si la majorité des Français manifestaient leur opposition, et manifestaient publiquement. Mais pour quel but? Pour faire cesser cette guerre absurde. Et je ne vois pas pourquoi la France abandonnerait demain matin ce que j'appelle ses droits, car c'est tout de même ses droits. Que cette guerre doit s'arrêter sur des négociations, bon, mais c'est évident. Oui, parce que probablement que comme le n'importe quelle guerre, toutes les guerres se sont terminées par des négociations. n'est probablement pas capable, à l'heure actuelle, de l'arrêter lui-même. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais absolument. Il faut bien qu'elle se termine, mais, cette guerre. Non, ben, cette guerre dure depuis 6 ans. Et ça, c'est la première chose à dire. On oublie tout le temps de la dire. C'est-à-dire, on s'installe dans une sorte d'habitude consentie, dans une sorte de consentement à un état de fait. En fait, il se passe là-bas des crimes qui ne sont pas des erreurs, qui sont des faits, et que la plupart des gens refusent de voir. Il y a un problème algérien, il y a un problème d'étudiants, on a mélangé les 2 problèmes. Et ça, c'est énorme, parce que c'est un problème qui vous touche, vous, particulièrement les jeunes. Et ce que je vous reproche à vous, les jeunes, dans ce problème, c'est de ne pas jouer votre jeu. Moi, à mon avis, vous ne le jouez pas intégralement. Vous parlez au nom d'un mythe de la jeunesse, enfin vous parlez plutôt d'un mythe de la jeunesse. Il n'y a pas de mythe de la jeunesse. Ben si, dans votre bouche, enfin on sent, enfin on entend le mythe de la jeunesse montante, la jeunesse glorieuse, la jeunesse active, la jeunesse agressive et active. La jeunesse active et agressive, je suis parfaitement d'accord. Et pourquoi? Parce que c'est la Parce seule qu'à 20 ans, on peut tout faire, parce qu'à 20 ans on est disponible, c'est pas vrai. Par rapport à cette question de la guerre d'Algérie, tout le monde est vaseux finalement. Même ceux qui croient avoir des opinions bien tranchées, bien fermes, des solutions. C'est très vaseux, la France. Tu peux sortir de cette vase dans laquelle tu te complais. Bon, ben là, je regrette, mon vieux. Il s'agit d'apporter sa pierre contre l'absurde, chacun. Et c'est une œuvre que chacun peut faire sans se poser des problèmes d'ensemble. Il ne faut pas partir de l'ensemble et du groupe et des mots abstraits, il faut partir de ce qu'on est chacun. Il faut parier et il faut faire parier les Français sur cette idée que finalement les hommes peuvent crever cette guerre. Non, mais moi personnellement, je me marierai pas avec un noir. Pourquoi? Non plus. Pour les enfants. Non, pas du tout. Non, Pas du pas tout. elle. Absolument pas. Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a aucun rapport. Je suis absolument pas raciste. Je comprends très bien qu'on est tous... Mais tu n'aimes pas les nègres. Mais non, c'est Tu es pas raciste vrai. sur le plan sexuel. Mais je suis pas raciste sur le plan, c'est pas du racisme. Moi, je peux avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui me plaît, je peux pas en avoir avec quelqu'un qui me plaît pas. Donc, les Mais noirs ça ne te soit- plaisent pas? J'ai pensé très longtemps que c'était pas possible, je le pense toujours. Seulement, parce que j'ai pas envie. C'est tout, c'est une question d'envie. Seulement, je me souviens, il y a 2 ans, au 14 juillet, Ah bon. Alors? qu'est-ce qu'il y avait? S'il te plaît? Mais non, j'ai pas eu, non pas du tout. Mais je me souviens que pour la Beaucoup de première courage. fois, pour la première fois, à un bal de 14 juillet, j'ai dansé avec un noir. Tu étais ému. Et sa manière de danser était tellement extraordinaire. Alors, vas-y. Bon, voilà pourquoi moi je suis même pas d'accord. Tu vois, par exemple, les Noirs qui sont en France, en général, quand ils vont au bal, on aime leur façon de danser. Mais moi, j'aimerais qu'on aime le Noir pour une autre raison que sa façon de danser. Non, mais je suis bien d'accord. Non, mais Bon, c'est un... ben dans le fond, maintenant, on aborde la question qui nous a réunis. C'est-à-dire, on était là pour discuter du Congo, avec la présence de nos amis africains. Mais avant qu'on discute, moi, je me demande si, malgré que depuis des jours, la presse en gros titres nous parle de ces événements, si nous, à Paris, nous nous sentons vraiment concernés par ça. Je voudrais savoir si Jean-Pierre, par exemple, si Marceline, si Régis se sentent concernés, de quelle façon ils se sentent concernés par ça.
Moi, je sais que je me suis senti concerné une fois, une seule, mais vraiment physiquement, parce que je regardais le journal télévisé. Et après que le speaker ait montré quelques images, annoncé quelques événements, il a conclu en disant avec un petit ton sec, on voit ce que ces gens-là font de leur indépendance. Le Belge, il est arrivé au Congo, il s'est dit, bon voilà. L'argent à gagner. L'argent à gagner? Non, non, mais il ne s'est même pas dit ça, il s'est dit tout d'abord, pas d'élite, pas d'ennui. Donc nous sommes tombés, mais oui. Toi Nadine, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que comme Landry, c'est une... Tu as été à Léopoldville? Oui, j'étais à Léopoldville. Pendant combien de temps? Pendant 1 an, j'étais pensionnaire justement chez ces bonnes sœurs qui se sont fait violer. Oui, c'était affreux quoi, parce que le fait est là, les Africains étaient absolument parqués, enfin, ils n'avaient pas le droit de venir dans certains quartiers, c'était vraiment affreux quoi. Est-ce qu'un habitant de la Côte d'Ivoire se sent engagé en tant que noir parce qu'un noir du Congo belge est en train de faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une solidarité de race? Est-ce qu'il se sent responsable ou non? Parce ça, que... si je me sens responsable. Oui. Il est vrai, il y a la violence, on peut reprocher la violence, mais c'est une question de colère. Ça aurait été une histoire entre Congolais et Ivoiriens, un Guinéen, par exemple, ne se serait pas senti engagé. Mais dès que c'est le blanc qui maltraite le noir, tu comprends? Tous les États, tu comprends, d'Afrique sont des États colonisés. Alors, dès qu'ils voient un État maltraité par les Blancs, eh bien, tout de suite, c'est comme si c'était, tu comprends, si c'était eux qui subissaient les souffrances des autres. Je comprends ça très bien parce que, évidemment, l'exemple n'est pas tout à fait bon, mais si il y a une manifestation d'antisémitisme dans n'importe quel pays du monde, eh ben, moi, je me solidarise, je ne peux pas l'admettre que ce soit un juif allemand, un juif polonais, un juif russe... un juif américain, c'est pareil pour moi. On va te poser une question à Landry. Landry, est-ce que tu as remarqué que Marceline avait sur son bras un numéro? Oui. Qu'est-ce que c'est, tu crois? Non, j'ai aucune idée. Aucune idée? Bon. Et toi, Raymond? Moi, je sais pas exactement. Je sais que ce sont les marins qui portent d'habitude des numéros sur les bras. Et comme elle n'est pas de la marine... Alors, pourquoi? Je sais pas exactement ce que ça veut dire, oui. C'est la coquetterie? Peut-être, oui. Je vois arriver. Pourquoi un chiffre? J'aurais pu mettre un cœur. J'aurais pu mettre un cœur. Non, ça peut pas être le numéro de téléphone parce que c'est trop long, 78 750. Mais tout d'abord, c'est pas un V, c'est un triangle qui est la moitié de l'étoile juive. Je sais pas si tu connais le symbole juif, qui est l'étoile à 6 branches. Et d'autre part, le numéro, c'est pas mon numéro de téléphone. J'étais déportée dans un camp de concentration pendant la guerre parce que je suis juive. Et c'est un numéro de matricule qui m'a été fait dans ce camp. Alors, c'est étonnant. Tu sais ce que c'est un camp de concentration? Oui, j'ai vu un film dessus sur les camps de concentration. Quel film c'est? Nuit et brouillard. Je crois Nuit et brouillard, oui. C'est aussi désert cette place de la Concorde. Qui a 20 ans. 15 ans. Je me souviens plus maintenant. Petit boy. Tu verras. On ira là-bas, mais on travaillera dans des usines. On se verra le dimanche, me disait papa. Toi, tu me répondais. Tu es jeune, toi, tu reviendras. Moi, je reviendrai sûrement pas. Puis voilà, je suis là maintenant, dans la Concorde. Je suis revenue, tu es resté. Quand je t'ai vu là-bas, ça faisait 6 mois qu'on était déjà arrivés. On s'est jetés dans les bras l'un de l'autre. Puis ce salissait, s'est rué sur moi, qui m'a frappé devant toi. Toi, tu disais, mais c'est ma fille, mais c'est ma fille. Achtung, avec tes Schnauze.
Ça menaçait d'en recevoir autant. Puis, tu avais un oignon dans la main. Tu l'as mis dans la mienne et je me suis évanouie. Des grands préparés cageux. Papa, quand je t'ai vu, tu m'as dit, et maman, et Michel. Tu m'as appelée ta petite fille. J'étais presque heureuse de te déporter avec toi tellement je t'aimais. Papa. Papa. Comme je voudrais t'avoir maintenant. Puis... quand je suis revenue, j'étais dure. J'étais dure. J'ai vu tout le monde sur le quai de la gare, maman, tout le monde. On m'embrassait, j'avais un cœur de pierre. C'est Michel qui m'a émue. J'ai dit, tu ne me reconnais pas? Il m'a dit, si, je crois que tu es Marceline. Papa. Ça fait un mois qu'on a fait cette discussion ensemble. Et puis maintenant, on est au mois d'août. Et alors, une chose qui m'avait frappé, tu vois, il y a 2 soirs, on marchait dans la rue, et je te parlais d'une question de ce film que j'avais dit que j'avais posé à nos amis Jacques, employé, et à sa femme la question, êtes-vous heureux? Et je t'ai dit qu'il m'avait répondu presque. Et tu m'as dit, ben, moi aussi je pourrais répondre presque. Et alors, quand je t'ai vu quand même il y a 15 jours, tu étais pourtant très, très déprimé, tu avais l'air pas bien du tout. Tu peux répondre presque? Oui. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Une fois de plus. Comme je ne le savais pas le soir du 14 juillet, j'avais tous les visages des gens que j'avais connus qui venaient vers moi. Je ne savais pas où les mettre. J'ai cru que tout était foutu. Je crois que j'ai passé un cap ce soir-là. Après il y a eu 2 jours vides. Puis tout à coup, les choses se sont ordonnées. J'ai vu à nouveau les gens. Je suis sortie de l'imaginaire. Alors, tout devient tellement simple et facile. Tout ça est venu brusquement? Toute seule? C'est venu tout seul?
partir du moment où j'ai commencé à voir les gens autour de moi, me sentir dans les choses, je suis devenue disponible. Disponible à tout. C'est pas à l'amitié, à l'amour aussi. C'est ça qui a changé les choses. Oui, c'est ça. C'est ça, mais ce qui est plus fort de tout, c'est la peur, malgré tout. C'est la peur que... Comme il m'est arrivé 1000 fois encore, que je me retrouve complètement seule, complètement isolée. On se croit pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas parler de ces choses-là. Non. Angelo, Edgar me dit que ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le matin, dans l'atelier, j'ai repris mon travail, quoi. Quand vous m'avez laissé, oui. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, on t'appelle au bureau. Alors moi, je croyais que c'était d'ailleurs, tout d'abord, j'ai cru que c'était sur le problème du travail. Je me suis dit, bon, j'ai loupé certainement une série de pièces, alors ils vont me gueuler. Mais c'était pas ça du tout. Ils ont commencé à me dire ceci, enfin, le chef de service m'a dit, alors on fait du cinéma maintenant. Alors je lui ai dit, mais je vois pas ce que ça a à rapport avec le travail. Il m'a dit, bon, bah passons là-dessus, le problème n'est pas là. Le problème est qu'on va vous changer l'atelier, on va vous mettre ailleurs, parce que d'une part, déjà, il n'y a pas de travail, et il n'arrête pas de me harceler. Enfin, hier, il y a le chef d'équipe qui est venu me trouver, il m'a dit comme ça, bon, tu as 10 pièces à faire, si tu me fais ces 10 pièces ce matin, eh bien, après, je te laisse tranquille. Alors, je lui ai fait ces 10 pièces, à la meule là-haut, complètement dégueulasse. Et quand j'ai eu fini ces 10 pièces, c'était à peu près 1h de l'après-midi. Il m'en a apporté 20 autres, en me disant, tu es ici pour travailler. Alors, je crois que c'était plus fort que moi. Je crois que j'allais y rentrer dedans. Parce que là, j'ai vu que vraiment, il était là pour me casser la tête, enfin. Puis alors, j'ai pris un bon de sortie, je suis parti. Je suis parti parce que Jacques, enfin, gros travail, il m'a dit comme ça, bon, il m'a dit, il faut absolument que tu partes, que tu prennes un bon de sortie, tu ailles te reposer un peu, parce que sans ça, tu vas leur casser la tête, et pour l'instant, vaut mieux pas. Voilà. Qu'est-ce que si tu restes là chez Renault, qu'est-ce que tu auras comme truc? Absolument rien. Si tu es un bon, qu'est-ce que tu feras? Tu seras un jour quoi? Tu seras chef d'atelier? Absolument pas, j'ai aucune chance.
c'est comme ça que Landry est devenu l'explorateur noir de la France en vacances. Oh, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Voilà, tu vois, il lui donne... Mais regarde. Laisse-toi, il lui donne avec son ami, c'est pour l'acheter. Pourquoi? C'est pas beau, ça. Regarde, regarde. Oh là, merveilleux. Voilà, voilà, attention, attention. Attention, ça y est. Oh, c'est pénible. Attention. Attention, là. Heureusement qu'il y avait Oh, il y a le... Oh, j'aime moi ces passes, j'aime ces passes. Regarde ça. Oh, le mignon, j'aime beaucoup ça. Oh, ça c'est formidable. Ça au moins, ça c'est beau à voir, tu vois. C'est beau à voir. On va mourir les bêtes et ça s'en va. Et oui, c'est ça le plaisir. C'est le plaisir de la province. Saint-Tropez, c'est une ville, c'est un village en quelque sorte, qui me rappelle assez l'Afrique noire, tu vois, les vieilles maisons, les tuyaux rouges et tout ça. Ouais. Ah, Saint-Tropez, on en parle tout le temps. Même dans ma profonde forêt, dans ma brousse d'Afrique noire, j'entendais parler moins de Saint-Tropez. J'ai trouvé quelque chose de curieux, tu vois, les femmes à Saint-Tropez. Ça porte des bikinis, tu comprends, enfin, ça fait tout pour se faire remarquer. Oui, puis ils se mettent des détenus extraordinaires, c'est ce prétexte qu'ils sont là, c'est ridicule. Voilà, et quand je pense que chez moi, tu sais, en Afrique, parce que dans certaines régions d'Afrique, il y a des femmes qui mettent des feuilles, tu comprends, en guise de cache-sexe. Oui. Tu comprends. Eh bien, il y a des colons en Afrique qui se moquent de nous, qui se moquent de ces femmes. Cependant, c'est curieux. Tu crois qu'une femme en bikini, elle cache rien, la femme en bikini. Déjà pas tellement amusant de faire des photos publicitaires. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Il faut bien gagner sa vie, alors comme les photos publicitaires, ça rapporte un peu, c'est pour ça que j'en fais. Sinon, il y en a qui n'ont pas besoin, alors ceux-là, ils peuvent critiquer, c'est toujours cela d'ailleurs. Ce qu'ils demandent, une photo mademoiselle. Parce que quand ils rentrent de vacances, ça fait très bien d'avoir été photographié avec une fille qui fait très genre Saint-Tropez. Alors ils montrent ça à tous leurs amis et alors ils sont heureux avec ça. Ça c'est le point de vue de la foule, c'est toujours pareil. Oh. Il y a d'autres gens qui sont là, qui regardent et qui pensent certainement à autre chose que... Oui, mais il y en a très peu, c'est la minorité. Mais la foule, on ne peut pas arrêter la foule. La masse dont on fait partie n'est pas tellement évoluée. Catherine, toi, tu ne dis rien. J'ai pas envie de penser à des tas de choses, j'ai envie de me baigner, de faire du ski, puis c'est tout. Surtout ici. Mais bon, mais alors, je voudrais l'avis de notre chère Sophie quand même. Tu vois, tous ces gens parlent de choses. Est-ce que tu connais bien Saint-Tropez, vraiment? Je peux pas dire vraiment très bien, parce que il faut avoir vécu plusieurs mois dans un endroit pour bien savoir. Mais enfin, je suis venue un peu l'année dernière parce que je faisais des tournées dans les casinos aux environs et puis j'avais une petite villa. Maintenant, n'est-ce pas, dans la rue, nous demandons à tout le monde alors tu t'amuses bien à Saint-Tropez? Alors ça fait très bien de répondre, on s'emmerde ici. C'est un snobisme de répondre on s'emmerde parce qu'en ce moment c'est l'époque de répondre qu'on s'emmerde à Saint-Tropez. C'est ça. Les gens s'emmerdent partout d'ailleurs maintenant alors. On s'emmerde, ça vient de soi, parce que quand on a une vie personnelle intérieure, on s'emmerde nulle part. Oui, oui, bien sûr, toujours très simple. Et les petits soutiens-gorge balconnés, mi-poitrine. Et ici, il y a beaucoup de vedettes, et alors, par la même occasion, beaucoup de metteurs en scène. Alors, toutes les petites jeunes filles de Paris descendent ici, avec leurs petits bikinis, leurs petits pantalons collants, et leurs longs cheveux, et leur email, n'est-ce pas, les cils un peu comme ça, très... comme ils font. Et alors elles espèrent toujours qu'elles vont rencontrer un metteur en scène. Évidemment, elles ont tout sauf la tête avec un peu de cervelle. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas, Marceline? Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous dire encore maintenant? Que Saint-Tropez, c'est vraiment un endroit charmant avec un paysage extraordinaire. Bien sûr, c'est dommage qu'il y ait tous ces gens-là, mais ces gens-là, ils sont ailleurs aussi. Alors, pourquoi être contre Saint-Tropez? Moi, personnellement, je m'ennuie pas à Saint-Tropez. Voilà.
sais que Rouge et moi, on fait un film, hein. Comment Ouais, tu vis j'en ai enfin. vaguement entendu parler. Oui. Alors voilà, on n'est pas d'accord, parce que Rouge, il trouve que la vie est marrante, hein, et que moi, je trouve que la vie n'est pas tellement marrante. Oh bah dis donc, t'exagères. Moi je trouve qu'au contraire, hein, je suis plutôt de l'avis de Rouge. Que la vie est marrante? Ouais. Et pourquoi elle est marrante? Ben, je te dis peut-être ça parce qu'on est en vacances, en fait. Et en dehors Oui, des mais vacances. en dehors des vacances. En dehors des vacances. Oh. On n'en sait trop rien. Oui, d'accord. On n'est pas à votre place. Mais je sais pas, moi, tu sors le soir. Avec maman, c'est bien marrant, peut-être. Mais pourquoi tu trouves la vie triste tout d'un coup? Attendez. Voici un copain à la landry. Ouais. Mais moi, je pense que toi, tu connais pas la vie des enfants français. Et là, Non, c'est deux pas du filles de 12-13 ans, quoi. Ça doit t'étonner de voir. Ça doit pas être comme ça chez toi en Côte d'Ivoire. Non, chez moi, c'est pas comme ça, vous savez. Chez moi, une fille, déjà à l'âge de 6 ans, elle commence à vivre. Eh ben, quand j'avais 7 ans, déjà, je savais moins faire la cuisine. Nous, on travaille seulement pour le lycée. On travaille pas évidemment, pour les parents. on dessert la table de temps en temps, on fait des trucs comme ça, mais qui sont très rares. C'est tout. Mais oui, ça c'est un tort. Il faut apprendre, vous savez, même... faut pas se complaire dans une vie facile, parce qu'il faut voir que plus tard, vous comprenez, vous n'aurez pas dans la vie qu'à desservir les tables. Si, on va changer les champignons. Eh ben on mangera pas de champignons, mais on n'ira pas chercher les champignons. Non, d'ailleurs, je lui ai dit quelque chose. Ouais. Je connais la Tu connais la manière d'embêter les gens. Voilà, comme ça. Hein? Va. Alors, regarde le gros paquet ici. Ici, on a eu du mal. C'est peut-être un peu petit. Vas-y, mets ton pied sur le truc. Angelo, tu mets ton pied après aussitôt, tu te pends là. Hein? Voilà, très bien. Angelo, voilà, tu mets ton pied là, et puis aussitôt tu vas le mettre là, l'autre. Appuie-le ton pied, mais oui. Mais ah, oh là là. Angelo, c'est là qu'il faut le mettre. Vas-y. Et ton pied, l'autre pied. Mais non, il le met plus haut. Il le met plus haut, idiot. Idiot, plus bas ici, ton pied. Sur le gratton, là. Voilà, un peu. Voilà, ici. Angelo. Ah, moi aussi, idiot. Voilà. Ça y est, maintenant, ça y est. Mets ton pied là-bas, à la marche, Angelo. Yes. Voilà. Ça y est. Non, je pourrais jamais mettre du gueule en bas. Mais je gueule parce que t'es idiot, mais c'est tout, autrement tu gueulerais pas. Mais non, enfin, tu as beaucoup plus de force que moi dans les bras. Les bras. Hey. Tu hésites, le truc c'est que tu sais pas où tu mets tes pieds, tu ne sais pas te servir de tes pieds, tu sais te servir de tes bras, tu ne sais pas te servir de tes pieds. Allez, à qui maintenant? À Karine? Déjà que je peux le sortir. Allez, sors ton pied de là et tu prends la corde derrière toi. Allez, sors ta main de là et prends ta corde. Et lâche-toi, tu prends cette corde. Allez, éloigne-toi du rocher. Allez, ça Éloigne-toi du rocher. triche avec nous cet été. Mais si, éloigne-toi du rocher, tu ne crains rien, Allez, Ton père est là, mon enfant, tu ne crains éloigne-toi rien. du rocher. Allez, cogne-moi, t'es Éloigne-toi du Ah, bah rocher. voilà. Ça y est, Bon. elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Allez bien, Mathieu, allez bien. Elle Bon, est là-bas. allez, sors ta main, voilà. Allez, vas-y, lance-toi, saute un peu, éloigne-toi du rocher avec tes... Enlève tes Mais mains. lâche Non, mais ça. elle est bien, elle a une belle... Mais Derrière ta corde. quel angle? Mets ta main derrière, attrape la corde. Dans la corde qui est derrière. Attrape la corde derrière. L'autre. Elle est là, plus près, de ce côté. Ah, Plus près de ce côté. Voilà, brutalise pas cet enfant quand même. Viens. voilà. Allez, vas-y, allez, lâche-toi, laisse glisser un Donne peu. du jeu, la corde. Là, mais avec ton autre main. Karine, Romain. ton autre main derrière le dos.
prends cette corde-là. Non, celle-là, Karine, tiens celle-là. Et... Qu'est-ce que tu veux faire avec des gosses comme ça? Là, c'est le dodo. Dites-moi où les voit-on? Où les voit-on? Dans la ville des meunières, Fontaine, pays d'amour, au bord du ruisseau d'eau claire, fleur d'argent chante toujours, et les blanches quand le ouette, donnons-nous le pays breton, Vous venez de vous voir sur l'écran. Edgar et moi, nous voudrions connaître votre avis. D'abord, les enfants. Véro, est-ce que tu aimes ce que tu as vu? Oh ben, c'est moins bien que du Charlot, mon Ah. frère. Toi, quelle est ton impression finalement? Je sais pas, moi, explique-moi. Écoute, il n'y a pas d'expliquer. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, d'autres qui disent que c'est vrai. Ben, qu'est-ce qui est pas vrai? On peut pas mentir devant une caméra, quand même. Et en fait, chaque fois que la plupart ont voulu s'exprimer, ils disaient souvent des généralités. Mais dans la vie, on ne dit pas des généralités. Exemple. La discussion entre Angelo et Landry. Ben, c'est une discussion qui qui dit beaucoup de généralités. Au contraire, c'est formidable quand il dit à Landry je t'aime bien. C'est qu'il y a eu un contact, quoi, ils ont les mêmes problèmes. Angelo et... Tu peux pas dire qu'ils ont les mêmes problèmes. Mais il y a un contact humain entre deux. On peut dire qu'ils se sont découverts tous les deux. Ce sont deux sensibilités qui se sont rencontrées. Pour moi, c'est la scène la... Excuse-moi. C'est la scène la plus vraie, une des scènes les plus vraies qu'on ait faites. Parce qu'il y a une amitié qui s'est formée comme ça sous nos yeux. Que tu dises qu'il y a une sympathie pour d'Angelo de Landry, bon, mais ça c'est évident. Mais c'est pas ça que j'ai dit. C'est que tout ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel et c'est archi faux, enfin. Bon, je suis pas d'accord parce que quand il y a eu le passage avec Landry, je ne connaissais pas Landry, je ne connaissais rien de lui. Et puis il s'est trouvé que quand j'ai discuté avec lui, les caméras, je les voyais plus. Je voyais plus les caméras, c'était uniquement le problème qui m'intéressait. Si tu examines tout ce qu'on a vu là, je trouve que c'est un film extraordinairement pénible parce qu'une part de ce qu'on a vu est parfaitement ennuyeux. Et ce qui n'est pas ennuyeux, l'est au prix incontestablement d'une très grande impudeur. Je trouve que finalement, pour avoir une petite étincelle de vérité, il faut que le personnage soit en général, je ne fais pas une règle, seul et au bord d'une crise de nerfs, c'est-à-dire quand il est en train de parler de quelque chose qui l'a profondément touché. Avec ce système, on pourrait obtenir que des scènes qui soient artificielles ou des scènes qui frisent, et non seulement elles le frisent, mais elles le sont carrément, qui sont impudiques. Moi, je dis comme lui, elles sont impudiques. Et au début, lorsque vous aviez demandé si on avait envie maintenant de connaître les gens, etc., moi, il y a un certain nombre de personnes ici, je m'en excuse, que j'ai absolument pas envie de connaître après ce film. Et entre autres, j'avoue que Marie-Lou, moi, ça me gênera atrocement, ça me gênerait, parce que elle nous a dit trop de choses, elle s'est trop dévoilée. Je trouve que Marie-Lou était vraiment extraordinaire et la seule envie que j'ai maintenant, c'est de la connaître. Les propos de Maxi m'ont semblé monstrueux. Et vraiment, alors pour moi, ce sont des réactions qui sont contre l'émergence de la vérité dans le monde et dans la vie sociale ou dans la vie entre les gens. Marie-Lou, la caméra en face d'elle ne joue plus. Elle joue un rôle non d'inhibition, mais au contraire de recherche d'elle-même. Et pour Marceline, c'est exactement la même chose. Elle se parle à elle-même. Et c'est en ce sens que cela nous gêne, parce qu'on sent que ça ne concerne qu'elle. Et d'autre part, c'est là où on est vraiment extrêmement pris et complètement pris. Si la séquence de Marceline est beaucoup plus parfaite que les autres, tu dis c'est plus vrai que du vrai, mais c'est parce qu'elle joue. C'était des souvenirs extrêmement intimes et des souvenirs les plus présents à moi. Mais si tu veux, quand je disais ces mots, je me remémorais des choses. Au moment où je le disais, bien entendu, je les vivais avec des sentiments, mais je n'étais absolument pas impliquée entre les tournages, alors que j'aurais dû être, comme Marie-Lou disait tout à l'heure, c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec elle, au bord de la crise de nerfs, et c'était pas vrai. Ce qu'il y a de très beau dans le film, c'est qu'on passe d'un naturel qui est finalement très faux, par exemple une conversation dans la rue qui ne veut strictement rien dire, à
un gros plan sur Marie-Lou qui ne lui arrive jamais et qui est extrêmement beau et qui est sans doute beaucoup plus vrai. Et c'est le passage de l'un à l'autre qui fait tout l'intérêt du film. C'est ça. Alors Edgar, qu'est-ce que tu penses de cette projection? Eh bien, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que, en somme, tout ce qui a été dit peut se résumer en deux choses. Ou bien on reproche à nos personnages de ne pas être assez vrais. Par exemple, Jacques reproche à Angelo d'être une sorte de comédien quand il est avec Landry. Ou bien on le reproche d'être trop vrai. C'est quand Maxie, la femme de Jacques, reproche Marie-Lou, n'est-ce pas, de se mettre à nu devant la caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous arrivons à une sorte de degré où nous interrogeons une vérité qui n'est pas la vérité des rapports quotidiens, si on allait un peu plus avant. Les gens, dès qu'ils sont un peu plus sincères que dans la vie, on leur dit ou bien vous êtes des cabotins, des comédiens, ou bien on leur dit vous êtes des exhibitionnistes. Oui. Alors c'est ça quand même qui est le problème de fond, parce que nous, ce que nous avons voulu, si les gens pensent que ce sont des comédiens ou des exhibitionnistes, notre film est raté. Mais en même temps, moi par exemple, je peux dire que je sais, que je sens que ce ne sont ni des comédiens ni des exhibitionnistes. Mais seulement ils ne peuvent pas le savoir. Qui? Eux ne peuvent pas le savoir. Tu comprends? Lorsque par exemple Marceline dit qu'elle jouait sur la place de la Concorde, on était témoins. Oui. Elle ne jouait pas. Si elle jouait, je veux dire que c'était la partie la plus authentique d'elle-même. Bien sûr. Quand elle parlait de son père, c'est pas un jeu. On ne peut pas appeler ça un jeu. Bien sûr. Si, c'est-à-dire que ce film, à la différence du cinéma habituel, nous réintroduit dans la vie. Les gens sont devant le film comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas guidés. Parce que nous n'avons pas guidé les spectateurs, nous n'avons pas dit un tel est gentil, un tel est méchant, un tel est sympathique, un tel est intelligent. Oui. Et alors, devant ces gens-là qui sont des gens qu'ils pourraient rencontrer dans la vie, ils sont désemparés, ils sentent qu'ils sont mis en cause eux-mêmes, ils se sentent concernés et ils essayent de refuser. Oui, d'accord. Il y a d'autres gens qui sont émus par ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très émus par Marie-Lou, d'autres qui sont très émus par Marceline, d'autres par Jean-Pierre, d'autres par Angelo. C'est-à-dire qu'en partie, je crois que quelque chose, quand même, de ce que nous avons voulu faire, va passer. Et toi, tu es ému? Moi, c'est-à-dire, bon, ça fait le nombre de fois qu'on a vu ce film a fini par atténuer l'émotion, mais moi, je suis très ému, finalement. Je suis ému maintenant d'une autre façon, parce que, au début, si tu veux, je croyais que tout le monde allait être ému par ce film. Et de voir maintenant que des gens que j'aime beaucoup, comme Marie-Lou, comme Marceline, sont contestés, alors moi, ça me gêne, ça m'embête. Je croyais que les spectateurs allaient aimer les personnages que j'aimais. Bon, autrement dit, nous avons voulu faire un film d'amour et on aboutit à une sorte de film d'indifférence. Mais en tout cas, dans lequel, non pas d'indifférence, un film de réaction, et de réaction qui n'est pas forcément une réaction sympathique. C'est la difficulté de communiquer quelque chose. Nous sommes dans le bain. Est-ce que vous êtes heureuse? Êtes-vous heureux, monsieur? Êtes-vous heureuse, madame? Êtes-vous heureux, monsieur? Est-ce que vous êtes heureuse, madame? Est-ce que vous êtes heureuse, madame?